Voilà, donc là, on va parler de cette œuvre qui est là. Donc le peintre s'est inspiré, ce que tu m'as dit, de la gravure de Durer. Oui, oui. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, je voyais le tableau. Bon, c'était un petit moment que je n'avais pas vu de très très près. Mais quand je l'ai inventorié il y a quelques années, j'ai indiqué quels étaient les animaux qu'on voyait dessus. En fait, ils étaient quasiment tous là. Sauf que le vernis, la peinture s'opacifie avec le temps. Et du coup, ça la rend moins visible. Donc parfois, avec une gravure, ça permet de mieux faire regarder une œuvre qu'on a sous les yeux, mais qu'on ne voit pas d'assez près. Je voulais évoquer quand même en Occident ce problème qu'on a avec la représentation du sexe, non seulement dans l'acte érotique, mais dans le corps lui-même, puisque bon, mon ami Thierry Sarvati s'est aperçu que depuis la Grèce ancienne, il y a très peu de représentation du sexe masculin au féminin, ou si le sexe féminin était représenté sans la fente et sans le poil. On vit, notre inconscient collectif est construit de manière schizophrénique, parce que bon, personne n'a une feuille de vide sur le sexe. Donc ça pose quand même problème à la façon dont nous sommes entiers et dont nous vivons notre présent. En fait, c'est une œuvre que j'avais. Annie m'a envoyé la photo de Adam et Ève. J'ai dit, tiens, ça a fait clic dans ma tête. J'ai dit, tiens, j'avais fait ça à New York en 95. J'avais pris la photo sans doute à Notre-Dame, à l'entrée de Notre-Dame ou d'une autre cathédrale. Et toujours sur ce thème de la feuille d'Adam et Ève. Et puis à New York, j'ai imprimé dessus un graffiti japonais. Et j'ai fait un graffiti, moi-même j'ai fait un graffiti de grosses bits comme ça pour m'amuser, pour être un peu subversif, pour rigoler. Je suis en train de lire un livre de Marguerite Yourcenar où elle parle de la Gita Govinda. Et donc j'ai lu déjà le livre de Yourcenar et j'ai lu le texte de Jean Varenne qui a traduit ça. La Gita Govinda, c'est un livre hindou du XIIe siècle, du XIIIe siècle. Et donc j'ai lu ce passage. Donc, ses cheveux se hérissent et son corps tremble tout entier quand elle atteint le paroxysme. Et le dieu de l'amour se manifeste dans ses cris, cette fille inconnue, sensuelle et jolie, qui s'amuse avec Mourati. Et elle recèle entre ses hanches un sanctuaire où est placé le trône de l'amour. Ils y déposent une guirlande de pierreries pour en marquer la porterie enfin. Donc on est toujours dans cette espèce d'érotisme joyeux. Et dans son livre, Marguerite Yourcenar cite Baudelaire avec les fleurs du mal, mais ça c'était Baudelaire il y a 800 ans. Et donc je cite la Marguerite Yourcenar. Par moments, il semble bien que l'humour se glisse dans ces scènes sacrées de la statuaire hindoue, comme dans l'œuvre de nos imaginés du Moyen-Âge, et mettre l'équivalent de ce petit rire étouffé, qui nous est non moins que le soupir des bruits de l'amour. Mais nulle part la crispation nerveuse, quasi insoutenable, de certains dessins licencieux japonais, ou l'énoncé intelligent, presque sec, de tels vases grecs à sujet obscène. Cette sensualité profuse s'étale comme un fleuve sans pente. Et je trouve que c'est très bien de dire ça, parce que souvent quand les représentations érotiques sont faites, il y a toujours cette angoisse de la procréation, et là on sent qu'en Inde la procréation est joyeuse. Et il y a aussi une civilisation qui s'appelle les Moche au Pérou, et ils ont fait toutes des séries, ils faisaient toutes des séries de poteries érotiques, et elles sont fabuleuses également. Et je continue avec Marguerite Yourcenar. Ce que l'Inde ajoute à cette immense pastorale cosmique, c'est le sens profond de l'un dans le multiple. La
pulsation d'une joie qui traverse la plante, la bête, la déité, l'homme. Le sang et les sèves obéissent au son des flûtistes sacrés. Les poses de l'amour sont pour lui des figures de danse. Donc il y a cette danse, cette joie. C'est un peu comme Dionysos chez nous en Grèce. Et je voulais citer Tarkovsky parce que je suis sur Twitter et souvent il passe des interviews d'artistes. Et là j'ai trouvé que c'était très important ce qu'il disait à propos de l'art. Aussi longtemps que l'homme se sentira homme, il essayera de créer quelque chose. La création, qu'est-ce que ça veut dire en fait la création? À quoi sert l'art? Pourquoi? Est-ce bien? Est-ce mal? Est-ce constructif ou est-ce simplement de l'art? Mais il est clair que l'art, c'est une prière et cela veut tout dire. À travers l'art, l'homme exprime son espoir et le reste n'a aucune importance. Et tout ce qui n'exprime pas l'espoir, ce qui n'a pas de fondement spirituel, n'a aucun rapport à l'art. Je vais méditer là-dessus, je trouve que c'est beau. Et j'ai vu aussi une belle interview de Joseph Beuys, qui est un artiste allemand que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Et il était un peu bourré, et puis il parlait de l'art. Il disait l'art remonte donc au processus créateur lui-même. Au fond de soi, chacun sait que l'homme ne peut vivre sans art. Sans éducation artistique, l'homme dépérirait probablement, et après 2000 ans sans art, il perdrait probablement son cerveau. Et c'est une réalité, on n'a plus conscience de ce que nous ont apporté les artistes au travers de l'histoire. Parce que ça fait des millénaires que nous sommes là, et on pense que c'est acquis, mais si l'art disparaissait, l'être humain disparaîtrait aussi. Important. Et j'aime bien cette phrase d'Anaïs Nin. La grande beauté de ma vie, c'est que je vis ce que les autres ne font que rêver. Discuter, analyser, je veux continuer à vivre le rêve non censuré, l'inconscient libre. Et c'est vrai que beaucoup de gens que je rencontre autour de moi, j'arrive à un âge où les gens font un peu le bilan, pas tant que ça, mais bon, beaucoup de gens ont beaucoup de mal avec leur vie, ils se sentent vraiment frustrés. Et je crois qu'il faut vraiment aller au fond des choses et aller au fond de soi et vivre ses rêves, comme disait Brel. Et Anaïs Nin l'a fait, Henri Miller aussi. Et là, je voulais parler de Barnett Newman, repartir à l'origine de l'art comme si la peinture n'avait jamais existé. Je pense que pour nous artistes, c'est très important parce que la culture, c'est comme une espèce de building, mais c'est un building qui a, c'est pas 2000 ans, c'est peut-être 100 000 ans, ou 200 ou 1 million d'années. Et bien sûr, nous sommes au-dessus du building, parce que nous sommes en vie. Donc, tous les gens qui ont disparu avant nous, ils ont participé à construire cet édifice. Et moi, j'essaie toujours de revenir à qu'est-ce que l'énergie primaire à notre réalité, le corps. Et donc, ce qu'il dit est très intéressant. Ouais, repartir à l'origine de l'art comme si la peinture n'avait jamais existé. Et Pier Paolo Pasolini, qui est un grand penseur, et ses films sont magnifiques, la culture est une résistance à la distraction. Et on voit bien qu'aujourd'hui, que la distraction est une culture. Et ça pose problème pour les artistes qui ont un travail qui a un contenu, et qu'on n'a plus du tout entendu. Ça pose vraiment un grand problème. Parce que l'art devient une distraction. Et je finis par cette phrase de Bukowski que j'ai trouvée l'autre jour sur Twitter. There is only one lesson life is trying to teach us. Shut the fuck up and enjoy the view. En clair, wake up and smell the coffee, comme on dit. C'est-à-dire que ne faut pas se poser trop de questions et puis apprécier la vie comme elle est. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux questions-réponses. Si jamais vous avez des questions ou pas à poser, je serais ravi d'y répondre si tant est que je puisse le faire. Donc, vous avez quelques questions? Oui? C'est une question vraiment, mais c'est juste, ça m'a interpellé quand, assez au début de votre conférence, je crois que vous parliez d'expérience à la fois physique et spirituelle. C'est comme si, enfin, je sais pas, moi dans ma culture, on oppose assez le physique et le spirituel, et vous, c'est en même temps. Tout à fait, oui. On ne peut pas avoir d'expérience en dehors du corps. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Je pense que c'est une erreur métaphysique, je pense une erreur complète. Je pense, mais pour moi, hein, parce que
ça encore, il n'y a pas de véhicule. Je réfléchis souvent à ça. Et je sais par expérience que les êtres humains sont connectés entre eux. Je ne sais pas si vous avez vu le film Avatar de David Cameron, où les gens sont reliés plus ou moins par des espèces de systèmes d'énergie, disons. Et je sais par expérience que nous sommes reliés comme ça. Après, au-delà de la mort, ça j'en sais, je ne saurais pas. Je sais qu'il y a l'inconscient collectif qui survit, mais quand il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus d'inconscient collectif. Donc, il faut même qu'il y ait de la vie. Donc la vie, c'est le corps. Je ne pense pas qu'on puisse penser à la spiritualité en dehors du corps. Et c'est beaucoup, je pense que beaucoup de cultures ont fait cette erreur, mais bon, je suis mal un peu jugé. Oui. Une question toute simple. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu en France et est-ce que vous êtes épanoui? C'est une grande question. J'ai vécu la même chose. Alors, en gros, oui. D'être épanoui en France, c'est plus dur qu'à New York, bien sûr. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie, c'est ça, il y a des choix. J'étais content de faire ce choix de vie à New York, je restais 10 ans. Et c'est vrai que, étant artiste, c'est beaucoup plus dur en France qu'à New York, parce que les artistes sont approchés de manière différente. Et bien sûr, si je vais à New York, j'ai pu rencontrer le plus grand galeriste au monde, je l'ai appelé Marsu. Et en France, la situation est totalement inversée, c'est-à-dire que ce ne sont pas les artistes qui sont importants, c'est les galeristes, c'est les directeurs de musée. Enfin, on a des exceptions, comme Aurélien, mais souvent j'ai eu 2 expositions qui ont été annulées en France, parce que mon travail était trop érotique, par exemple. Et je ne pense pas que ce serait, si quelqu'un s'était engagé à New York, je ne pense pas que ça aurait été annulé. Mais il y a beaucoup d'autres choses en France qui me conviennent. Il y a la beauté de la nature, dont j'ai parlé, bien évidemment. Bon, c'est pas dire qu'il n'y a pas de nature à New York. Mais non, ce qui me manque, bien sûr, c'est le contact avec d'autres cultures, d'autres civilisations. Bon, mais j'ai fait le plein de ces énergies-là, donc bon, je ne vais pas me plaindre. Hein. 10 ans, vous avez 10 ans à New York, il y a beaucoup d'artistes, ils vont là-bas 6 mois, ils se barrent, c'est pas une ville facile non plus. Mais j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai que je suis moins épanoui, mais je peux travailler, donc tant que je peux travailler, c'est bien. Il y a une précision sur le tableau d'Adam et Ève du musée, enfin de la gravure, il y avait un chat et une souris. Bon, il y a beaucoup de symbolique, Dürer a mis beaucoup de choses dans ses gravures. C'est des images comme ça, mais qui sont très très riches, enfin, même peut-être un peu plus grandes que la peinture. Et oui, il y a le chat et la souris, donc avec Adam et Ève, ça peut être assez explicite. Et puis le paquebot, le perroquet, en fait, est symboliquement, c'est quelque chose de. C'est lié avec la luxure, enfin, c'est un symbole ambivalent. Donc, même dans cette œuvre-là, en fait, l'érotisme est là, malgré tout, malgré les feuilles de vigne. Voilà. Et puis ici, quelqu'un qui a représenté les corps, enfin le sexe masculin, c'est Michel-Ange. Oui. Après, bon, le Vatican, ils étaient bien embêtés, donc ils les ont fait repeindre par un artiste quelques temps après, et justement il a eu le surnom Braghettoni. C'est le surnom qu'il a acquis comme ça. Donc je voulais. Oui, oui, je pensais à un autre peintre, Egon Schiele, qui a oui. aussi peint oui, bien sûr. pas mal de Cornu. Oui, bien sûr. Qui a bousculé aussi. Picasso. J'ai une question qui dans votre œuvre, vous parlez beaucoup donc, de la spiritualité, mais vous vous arrêtez sur un format. Vous avez l'air d'être très, très ancré sur ce format. Oui, Quel est le lien? C'est-à-dire que je travaille sur ce format, c'est pour une raison pratique. C'est-à-dire, ben oui, mais bon, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Ah, ben, pour moi, c'est pratique parce que je peux assembler des œuvres et construire des grandes installations. C'est vraiment. Oui, c'est une décision que j'ai prise. Oui. Oui, c'est un parti pris. Oui, c'est un choix de travail. Oui. De travail, d'accord. Oui, oui, oui. Parce que, bon, on a un peu parlé. Parce que je veux que l'unité s'imbrique dans la totalité, si vous voulez. Construire un ensemble. C'est un peu comme un module. C'est un module, tout à fait. Et donc, je vous invite
allez sur mon site internet, donc il y a des vidéos avec mon amie Marie-Madeleine Varey, qui est philosophe et chercheuse au CNRS, et on s'entend vraiment beaucoup, et bien sûr il y a les travaux aussi. Et les textes sont importants dans de la beauté, etc. Je parle justement des rapports que j'ai avec d'autres civilisations, d'autres cultures. Voilà. Question-réponse, bon, c'est fait. Voilà, il y a toutes les infos pour me contacter. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Voilà, donc je voulais remercier Annie, bien sûr, qui a monté cette expédition. Et vraiment qui a fait un boulot fantastique avec tous les 15 artistes qui exposons ici. Aurélien qui est là, ben, merci beaucoup, l'équipe du musée. Une Couget qui est occupée de la communication. Et ben, l'équipe de tournage qui est là, voilà. Ben, merci à tous, puis bonne soirée, et puis rentrez bien chez vous. Merci à vous. Merci.